Donc là, je vais vous présenter la synthèse d'activité solaire qui regroupe un peu tout ce qui a pu être observé par les observateurs professionnels. En particulier, voilà, il faut cliquer 2 fois. Donc comme vous le savez, toujours dans le cycle 25, qui avait débuté en 2020. Ce cycle est actuellement atteint son maximum, à part cette année et peut-être l'année prochaine, ça dépend des modèles. La NASA fait des modèles de prévision, ils devaient être atteints en 2026. Là, en 2025, on a vu même en 2024 une forte activité qui était présente, mais les modèles ne sont pas encore très certains sur vraiment le maximum. Alors ensuite, voilà. Donc l'indice des tâches solaires. Ce que l'on voit, donc, il y a une partie qu'on ne voit pas, la partie grisée apparaît ici, mais elle n'apparaît pas ici. On voit qu'il y a une partie ici qui est le modèle de prévision qui est ici, mais qu'on ne voit pas. Donc les courbes en foncé, c'est la courbe de prévision, et puis la courbe qui varie avec la courbe moyennée en bleu, là, donne en fait l'observation. Donc on voit entre la prévision du cycle 25 et l'observation, il y a un écart énorme. Et ça, je l'ai constaté depuis plusieurs cycles. Entre les prévisions que faisait la NASA et la réalité, il y avait toujours de gros écarts. Soit ils surévaluaient le cycle, soit ils le sous-évaluaient. Mais on n'est jamais arrivé à vraiment obtenir les bons niveaux de prévision. Donc on voit on a eu une très forte activité. En fin 2024, on avait plus de 200 tâches solaires qui étaient présentes. Donc on a eu un pic. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un deuxième. Parce qu'on l'a constaté sur le précédent cycle. On a eu un pic d'abord, ensuite ça y est, c'est le maximum. On va recommencer à redescendre. Puis ça s'est calmé et hop, c'est reparti tout de suite après. Donc voilà ce qui a été constaté. Ensuite, donc la même chose, mais là c'est vu donc ça c'est la progression du cycle. Alors là, ce que vous voyez la différence entre les deux, la précédente, ça c'était ce qu'est la précédente commission au mois de novembre, et ça c'est ce qui est observé dernière date du mois d'avril. Donc on voit que l'intensité de nombre de tâches est en train de diminuer légèrement, mais rien ne dit qu'à partir de 2026, on ait un deuxième pic qui puisse se produire. Alors pourquoi il peut y en avoir deux? Dans le passé, il n'y en a pas eu. Là, il y en a deux, on ne sait pas trop l'expliquer. L'indice du flux solaire en longueur d'onde, là c'est longueur d'onde radio. En fait, c'est une corrélation avec l'observation des tâches. Donc là, c'est plutôt en mesure radio. Donc on obtient ça, c'était l'observation du mois de novembre 2024. Donc on voit à peu près le même niveau. Et là, c'est en avril 2025. Donc on retrouve ce fameux pic, et là, pareil, qui suit, donc là c'est assez lissé comme courbe, et là c'est une mesure vraiment dans ces longueurs d'onde avec un moyen-âge global. Avec les prévisions, alors c'est vrai, c'est la zone grise, on ne le voit pas du tout, parce qu'il y a des prévisions, en fait, si on regarde la souris, voilà, les prévisions sont ici, à ce niveau-là, alors que l'observation est ici. C'est un problème de prominence avec le vidéo. Ensuite, donc après, ce qu'on s'oriente essentiellement, c'est sur les aspects observation aussi liés aux instruments spatiaux. Donc, comme vous le savez, les Américains utilisent des satellites météorologiques, comme nous avons Météosat. Eux, ils ont GEOS. Il y a trois satellites qui sont en orbite géostationnaire, qui observent surtout la partie Pacifique, une partie de l'Atlantique côté Est, au niveau des États-Unis, puis les États-Unis en eux-mêmes. Sur ces satellites, ils ont aussi des capteurs qui permettent de mesurer le rayonnement X venant du Soleil, ce que l'on n'a pas, nous, sur Météosat. Et en fait, ils envoient des données d'une façon permanente, qu'on peut récupérer facilement, ce qui nous donne en fait l'indice d'activité. Dès qu'on a un flux de rayons X qui apparaît, on a ça suspecte qu'il y a une éruption qui s'est produite, et donc ça nous alerte comme quoi il peut y avoir des CME importantes qui peuvent se produire. Donc c'est une éjection de masse coronale importante. Donc là, ça veut dire risque forcément important d'aurore. Alors ça dépend de l'intensité du flux. Si c'est un pic très rapide, ce sera quelque chose qui va être très bref, surtout un flux de rayons X, donc rayonnement électromagnétique. Si on voit qu'il y a une latence beaucoup plus grande, donc en un flux de particules, et là on risque d'avoir des phénomènes comme on a pu observer récemment avec des aurores qui peuvent être visibles à très basse latitude. Voilà.
Donc voilà, par exemple, typiquement, le genre d'informations qu'on peut avoir, ça date de quelques jours. Donc on a eu effectivement au mois de mai, fin avril, là on a eu quelques pics qui dépassent un certain seuil. Donc en fait, ce seuil est classifié par des lettres, comme on a pu le voir, de A à X. Donc quand on a des éruptions de niveau X, là il faut que du moins s'inquiéter. On s'est dit, là il y a forcément quelque chose qui se produit. Comme on peut le voir, il y a des pics très courts. Donc c'est des bursts qui sont de très courte durée. Il y en a certains qui peuvent durer plusieurs heures. C'est ce qu'on verra dans une présentation un peu plus loin. Alors, donc là, ce que je vais vous présenter, il faut là, je piocher des informations sur le disque dur. Alors là, je ne sais pas si ça va... Alors, je vais vous montrer quelques images qu'on peut trouver. Alors, voyons. Alors, ça, c'était en 2025. Alors, ce qui est intéressant de voir, ça va être les événements qui sont produits au mois de mai de cette année, de l'année dernière. Alors, en particulier, 10 mai, voilà, tac. Je ne sais pas si ça arrive. Voilà. Donc là, vous avez effectivement un énorme groupe de taches solaires qui étaient très actifs, donc pas tout à fait dans notre axe, et qui ont généré de fortes éruptions. Ces éruptions ont été visibles jusque à nos latitudes, qui se sont manifestées par des aurores, visibles à basse latitude, très basse latitude, effectivement pour les zones qui étaient dégagées en termes de météo. Alors, je ne sais pas si ça... Voilà, donc là une petite image. On voit donc là l'éjection de masse coronale qui se manifeste au niveau du satellite SOHO, qui a été observé le 8 mai, il y a un an. Donc les points que vous voyez ici, c'est Vénus, et Mercure. Et le Soleil est symbolisé par le petit rond blanc. Là, c'est juste le coronographe, et ça, c'est le mât du coronographe. Et donc ça s'est traduit par, comme je vous ai présenté précédemment, une activité importante au niveau du classé X, en termes de flux de rayonnement X. Alors pourquoi, une chose que je n'ai pas expliqué, c'est qu'il y a deux courbes aussi, parce qu'en fait, on voit il y a des numéros de satellites, donc il y a deux satellites, GOS 18 et GOS 16, qui font des mesures à deux niveaux d'énergie, et donc en fait, ils corrèlent les deux informations des deux satellites. Avant, il y avait d'autres satellites qui ne sont plus actifs actuellement. Donc ces informations-là sont disponibles toutes les minutes sur leur site. Donc là, par exemple, ça c'est la même. C'est toute une série. Alors ça, un autre point. Voilà. Alors ça vient du satellite. Ce que je vais vous expliquer, je vais vous montrer après tout à l'heure dans une autre présentation. Les satellites stéréo, vous avez peut-être entendu parler. Ce sont deux sondes qui ont été envoyées pour faire de la stéroscopie, donc voir les éruptions en 3 dimensions. Alors sur les deux sondes, ces deux sondes sont équipées donc, pour faire de l'imagerie, d'une part, et d'autre part, elles ont été équipées de récepteurs radio. Donc 3 antennes sont montées, des antennes basse fréquence, qui fonctionnent dans des gammes qui vont de quelques mégahertz jusqu'à 50 mégahertz, mais bon, là les mesures sont faites à 16 à 18 mégahertz. Et ce que l'on voit sur cette image-là, en fait, c'est une mesure temporelle d'un signal radio sur une bande passante qui est assez large. Donc en fait, on va de quelques mégahertz jusqu'à 18 mégahertz. Donc le récepteur capte tout le signal en même moment. Il est ensuite mesuré à un instant donné, et après on accumule les images. Donc en fait, on appelle ça en anglais, c'est un water flow. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'avoir le spectre d'un signal qui dure sur une journée ou plusieurs heures. Et donc ça représente des formes que l'on voit ici. Ces formes-là sont en fait liées aux bursts électromagnétiques qui sont générés par les éjections de marge coronale. Quand vous avez des petites activités, sur le Soleil, il en émet en permanence, mais parfois, quand vous avez une forte éruption qui se produit, ça sature les capteurs. C'est pour ça qu'on arrive ici, c'est le niveau de réception. Là, on arrive à saturer le capteur dans certaines bandes à basse fréquence. Et ça, c'est important de le savoir, parce que ça nous permet de déterminer, en ce qui concerne les effets sur l'ionosphère.
C'est ce que je vous expliquerai par la suite lors de la dernière présentation. Ces effets sont très très importants en termes de communication longue distance pour des activités très spécifiques. Donc ce satellite-là possède ce moyen de réception. Alors, comme il est stéréoscopique, il est censé avoir les images de chaque côté, c'est-à-dire de stéréo A et stéréo B. Stéréo B, manque de chance, il a été perdu. Une fois qu'il est passé derrière le Soleil, on a perdu toute communication. Et du coup, on n'a que la moitié de l'information. Il en reste toujours un qui est toujours actif, c'est stéréo A. Donc l'effet stéréoscopique ne fonctionne plus. Ensuite, alors, ça c'était toujours la même époque. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Alors. Donc là, il y a quelques images que j'ai récupérées qui montrent en fait, ce groupe de tâches là qui effectivement a été le plus important et qui a produit les éruptions majeures au mois de mai. Alors, ensuite, qui a provoqué effectivement, comme on voit, des aurores à basse latitude. Donc ça, c'était aux États-Unis, dans le Colorado. Donc on voit effectivement des aurores visibles, comme on a pu en voir en France aussi, quand le ciel était dégagé. Alors, comme je vous disais également, alors ça c'est vu par le satellite SDO. Donc ici on voit les trous coronaux, des parties sombres, et puis la partie très active que l'on voit ici qui a même saturé le capteur au niveau de la réception. Donc là c'était une période très active. Alors, c'est comme là, c'est en fin 2025, on a eu beaucoup d'activités. Donc, il y a eu effectivement en mai, en octobre. Là, il y a eu quelques petites éruptions qu'on a vues récemment. Mais ces phénomènes-là, on peut très bien les revoir d'ici le courant de cette année et même en 2026. Comme je disais, on pourra avoir un second pic d'activité qui pourrait être plus important. Alors, ce qui est important de savoir également, c'est comme je vous disais, donc là, ce qui nous permet d'avoir des informations, c'est l'indice KP qu'on reçoit. On reçoit une information comme quoi on a un risque d'aurore important, et donc là, c'est une information qui est très, très brève dans le temps. Là, on voit que l'indice KP, entre midi et 15h, il était de l'ordre de 2,5, et subitement, il est montré très rapidement. Là, il y a une forte activité qui est présente, et là, on est sûr qu'il va y avoir des aurores qui seront visibles. Donc là, il faut être prêt soit d'aller sur un site. Donc il y a Thierry Legault, vous connaissez peut-être, il travaille dans la même société que moi. Il disait, lui, moi j'ai mes affaires qui sont prêtes à partir. Dès qu'il y a une aurore, je vais en Islande ou quelque part comme ça. Sinon, il faut être soit proche du nord de la France, mais il faut avoir des conditions météo qui conviennent. Mais là, comme c'était très intense, c'était visible même à très basse latitude au sud de la France. Je crois peut-être en Afrique du Nord, je crois aussi. Donc pour vous donner un ordre d'idée, effectivement, ça c'est des choses qu'on suit en permanence, qui donnent effectivement toutes les alertes pour suivre ces activités et pouvoir être présent et observer ce phénomène. Alors, comme je vous disais, en termes d'effets sur la radio, on fait des mesures, il y a des mesures pour les communications radio qui sont faites en permanence, de façon à vérifier qu'on puisse faire des liens transocéaniques sur des très basses fréquences. C'est utilisé, actuellement on utilise Internet, vous connaissez l'Internet par satellite avec Starlink et autres systèmes, mais sur certains, quand ces systèmes défaillent, il y a aussi des moyens de communication basse fréquence, troposphériques, qui eux sont soumis à l'activité solaire. Quand vous avez une forte activité solaire, c'est ce qui peut se produire, vous avez des fréquences dites interdites, vous ne pouvez plus communiquer. À partir d'un certain seuil de fréquences assez basses, les émissions de basse fréquence ne sont plus relayées à grande distance du fait de l'activité solaire. Et donc en fait, une cartographie qui est mise en permanence, et voilà, quand on est en zone rouge, là, c'est que là, la communication n'est pas possible dans les fréquences. Là, par exemple, typiquement, c'est l'absorption à 5 MHz. Alors 5 MHz, on dit, on n'écoute rien en 5 MHz, mais si, il y a encore des moyens de communication qui se font dans ces bandes-là. Il y a une forte activité, il y a les ambassades, par exemple, qui peuvent utiliser ces moyens de communication, qui sont des moyens de secours. Les forces de l'ordre, en particulier essentiellement la gendarmerie, ont des moyens de communication, c'est des communications militaires, donc qui, eux, permettent, en cas de crise majeure, d'utiliser ces moyens-là. Donc s'ils ne peuvent plus communiquer,
ça pose un sérieux problème. Typiquement, vous avez aussi, maintenant on n'écoute plus vraiment les grandes ondes. Hein. En grande onde, vous avez Radio France Internationale qui émet au niveau international avec certains émetteurs, et eux, ils analysent ces réceptions, ils ont des logiciels de propagation qui permettent de dire je peux émettre dans telle bande de fréquence de telle heure à telle heure, sinon si je dépasse cette heure-là, je ne peux plus communiquer, donc je dois changer de fréquence. Donc ils suivent ça en temps réel. Alors maintenant, ça le fait un peu moins du fait que grâce à Internet, on arrive à voir les radios du monde entier sur son poste. Mais ce n'est pas toujours le cas quand vous êtes dans un bateau en plein milieu de l'Atlantique. Avec les satellites, ce n'est plus vraiment le cas maintenant, mais souvent on utilise encore ces moyens-là. C'est toujours très utilisé. Donc ça, c'est des cartographies qui sont émises en permanence, de façon à savoir si on peut faire des liaisons. Là, on va tout ce qui est région polaire, on voit il y a l'Islande, le Groenland, tout ce qui est le nord de la Russie, et là, effectivement, les communications étaient très difficiles. Donc là, par exemple, voilà, une petite animation donc de la fameuse d'autres éruptions qui sont toujours de la même zone active, le 14 mai. Et on voit que ça a saturé le capteur, puisqu'on voit que ça générait du bruit sur la surface du capteur. Donc en fait, c'est le flux d'électrons qui ont saturé le capteur. Alors ça ne les a pas tués. Ça, je l'expliquerai avec le satellite SOHO, qui lui, ça va faire bientôt 30 ans qu'il fonctionne. Il a été bombardé à maintes reprises de flux de protons et d'électrons. Et malgré ça, il reste encore assez robuste. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au niveau de l'électronique. L'électronique peut être très sensible à ces effets-là. C'est des choses qu'on peut être impactées même au niveau du sol sur l'électronique classique. Au mois d'octobre, il y a eu 2 événements importants. Il y a eu le passage, je ne sais plus le nom de la comète qui est passée derrière le Soleil. Et là, c'est une image de SOHO on voit donc les petits points que reçoit SOHO, c'est les particules liées à l'éruption solaire. L'éruption solaire a été très intense. On voit que ça fait une énorme burst qui inonde complètement sur 360 degrés l'ensemble du capteur. Et au même moment, il y a une comète qui était en train de passer derrière le Soleil, qui a été observée à cet instant, qui était relativement rare. Et donc au mois d'octobre, on a eu effectivement aussi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des éruptions importantes. Donc là, en fait, on a des bursts radio. Donc là, c'est des bursts de type 3, du fait de leur longue durée, parce que là, vous avez ici au-dessus l'heure. Donc là, c'était vers 7h ou 6h du matin, en temps universel, et ça a duré jusqu'à 10h à peu près. Donc c'est des phénomènes importants qui durent assez longtemps. Donc ça... Alors, ce que je vous disais, là, effectivement, on a eu l'indice KP qui a augmenté subitement, qui était relativement calme pendant quelques heures, et d'un coup, il est monté à un niveau de 8, moins qu'au mois de mai, mais quand même relativement important, puisqu'on a pu observer des aurores aussi assez bas au niveau de certaines latitudes. Voilà. Donc là, après, un dernier point que je vais vous présenter, ça concerne, alors il y a quand même pas mal il y a les observations au sol et les observations spatiales. L'observation spatiale, vous avez comme je vous ai expliqué tout à l'heure, STEREO, qui a été lancée en 2006, 26 octobre 2026. Elles sont parties de la Terre, elles se sont éloignées du Soleil, de nous, d'une façon symétrique, sont passées derrière le Soleil et sont revenues vers nous. Sauf que, comme on peut le voir, là c'est la position actuelle des sondes. Donc vous avez ici le Soleil, la Terre, et vous avez ici les sondes. Vous avez ici le sonde Astéréo A qui est ici. Astéréo B, théoriquement, il devrait être par là, mais là, il n'est plus suivi. Et vous avez aussi 2 autres sondes. Vous avez Parker Solar Probe, dont on voit l'orbite ici, et vous avez l'autre sonde européenne qui se situe à une orbite à peu près équivalente. STEREO, donc, il est toujours opérationnel. Du fait qu'il a subi comme beaucoup d'éruptions solaires, les coronographes ont quand même été affectés en termes de qualité. STEREO B a été perdu depuis 2014. Et ils ont essayé de le réanimer, essayé de recommuniquer avec lui en 2018, mais après, ça a été complètement arrêté. Voilà. Donc là, par exemple, typiquement, le type d'image qu'on peut recevoir, donc ça, c'était au mois de novembre,
qu'on reçoit donc là au mois de mai, typiquement de stéréo A, dans différentes longueurs d'onde, donc ça a 195 angstroms de longueur d'onde. Donc on voit effectivement ici quelques trous coronaux qui sont actuellement formés. Et là, plus on monte la longueur d'onde, donc on voit effectivement les différentes couches, comme c'était présenté dans les planches, les différentes couches du Soleil. Là, le coronographe, alors on voit la qualité pas exceptionnelle, comme je vous disais tout à l'heure, ce coronographe a été affecté en termes de qualité. Donc ça n'a rien à voir avec le coronographe de SOHO, qui est toujours, lui, pleinement opérationnel. Là, on voit que la qualité est quand même moindre. Là, le deuxième coronographe numéro 2. Donc là, c'est les images du 1er mai, donc on voit effectivement les zones actives. Et là, donc vous avez le Soleil qui se situe à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas si on voit la souris, voilà, ici. Et donc là, c'est pour voir le vent solaire en dehors de la couronne solaire. Typiquement, si vous avez une forte éruption qui se produit, on va pouvoir le voir ici sur le... Alors, théoriquement, c'était avec le CRO A et CRO B, mais le CRO B, on ne peut plus le faire actuellement. Donc là, c'est une soustraction d'images pour voir les variations. Et puis là, c'est stéréo B, en fait, c'est le Soleil éclaté sous une forme de mappement. Quand il y avait stéréo B, on pouvait avoir le Soleil sur 360 degrés. Maintenant, on peut voir qu'une partie. SDO, lui, il a été envoyé, donc c'est une sonde américaine qui a été envoyée en 2010, qui, elle, fonctionne pleinement, puisqu'elle donne toujours énormément d'images de haute résolution, puisque c'est quasiment du 4K. Là, ce sont les positions de la sonde. Et la sonde en question, elle se situe au niveau du golfe du Mexique. Elle parcourt un 8, donc elle est captée par plusieurs centres de réception, donc à Hawaï, il y a du côté de San Diego, et puis une autre station, White Sand, qui permet de recevoir en permanence les images. Et donc là, pareil, on balaye en longueur d'onde, en partant de la plus basse jusqu'à la plus élevée. Donc le Soleil a différentes couches. Voilà, on peut voir effectivement comment... ça, c'est des informations, des images qui datent du 1er mai, donc c'est tout frais. Et on voit toutes les zones actives que l'on trouve ici sur le limbe et ici sur ces zones-là. Là, quelques trous coronaux. Alors quand on a eu les fortes éruptions solaires, on avait des trous coronaux beaucoup plus importants. Là, actuellement, ça se calme un petit peu, mais ça ne veut pas dire que là, un groupe de tâches qu'on a vu apparaître, qu'on a peut-être observé, est à surveiller prochainement pour les prochains jours. Là, on ne sait pas comment il va se comporter. Donc là, on va en fonction des longueurs d'onde. Donc là, on se rapproche à des longueurs d'onde un peu plus proches dans le visible. Ah, c'est une image du Soleil en polarité magnétique, donc les deux polarités nord-sud de chaque groupe solaire. Chaque toche solaire, du moins, a une polarité positive et négative. Là, ça se rapproche d'une image en visible. Donc là, c'est ce groupe-là dont je vous parlais, qui est à surveiller, comme il est quand même assez intense. On risque dans les prochains jours de voir des événements majeurs qui peuvent se produire. Là, c'est pas donc c'est l'équivalent de l'arrêt du calcium. Et là, c'est un compositage de 3 longueurs d'onde. Donc on retrouve cette zone active. Donc le Soleil, comme on dit, se déplace, la tâche va se déplacer dans ce sens-là, le sens de rotation, c'est de ce côté-là vers ce côté-là. Pareil, un autre compositage. Là également, donc on voit bien les zones très actives. SO, lui, ça fait 29 ans qu'il fonctionne. Au mois de décembre, il fêtera ses 30 ans. Il est toujours actif. Alors le problème de toutes ces sondes, c'est qu'il faut les maintenir. Donc il faut du personnel, il faut des stations de base au sol. Donc à un moment donné, ils sont parfois obligés de sacrifier les sondes même si elles fonctionnent, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour les entretenir. C'est un peu le problème qu'il y a, c'est un peu partout pareil, parce qu'il n'y a pas que les sondes solaires, il y a plein de sondes qui sont envoyées, et il faut toujours les suivre. Donc ça nécessite d'avoir une équipe qui suit en permanence la télémesure, le fonctionnement du satellite, la réception des images. Ils ont un flux de données énorme, ils ne peuvent pas forcément les traiter. Donc effectivement, l'intérêt, c'est de faire appel parfois aux amateurs qui peuvent récupérer des images et les traiter et voir des choses qu'on ne voit pas, qui n'auraient pas été vues. Et donc parfois, c'est comme l'histoire des comètes qui ont été découvertes par des amateurs, parce qu'en observant, en scrutant les images, on a pu observer des comètes. Donc là, c'est l'image du 1er mai. Le deuxième coronographe, on voit, malgré son âge, la qualité de l'image est quand même meilleure
que stéréo. Lui, c'est pareil, il faisait les premières images dans les mêmes longueurs d'onde que faisait SDO, sauf que c'était de moins bonne qualité, puisque les capteurs, il y a 30 ans, n'étaient pas de la même qualité que maintenant, sachant que quand on a lancé une sonde, le capteur n'a pas la date de la sonde, il a été conçu au moins 10-15 ans avant. Donc c'est des capteurs qui ont peut-être 40 ans d'ancienneté. Et malgré le flux solaire, le flux de particules qu'il a reçu, il fonctionne encore pleinement. Voilà, donc là, différentes longueurs d'onde, et donc là, on arrive sur ces... Ensuite, Solar Parker Probe, donc là, c'est la sonde américaine qui, elle, se fait un vol très proche du Soleil. On n'a pas beaucoup d'images sur le sujet, parce que c'est surtout des articles scientifiques qui sont édités. Donc là, actuellement, la sonde, elle se situe... donc elle s'éloigne. Donc à chaque fois, elle fait une évolution vers le Soleil et entre le Soleil et Vénus. Et là, sa révolution actuellement, elle est vers Vénus. Elle va se rapprocher du nouveau Soleil, la 23e révolution. Et à chaque fois qu'elle s'approche du Soleil, donc elle fait un certain nombre d'images. Et la sonde, elle est protégée par un bouclier thermique, parce que quand elle s'approche du Soleil, avec quelques rayons solaires, le flux d'énergie est tel que le bouclier monte à près de 1000 degrés. C'est-à-dire qu'il faut protéger les capteurs de la sonde à cette température-là. C'est quand même énorme, 1000 degrés. Et donc, elle a des zones de fenêtrage qui s'ouvrent et qui se ferment pour pouvoir faire de l'imagerie et se protéger du flux solaire. Voilà, donc là, c'est une image qui avait été obtenue. Donc là, du vent solaire, là, c'était assez proche. Solar Orbiter, c'est la sonde européenne qui a été lancée en 2020. Elle aurait dû être lancée au même moment que la sonde Solar Parker Probe. Elle n'a pas un peu plus de retard. Le principe de fonctionnement est à peu près le même. Elle a effectivement son bouclier et où ici on voit les petits obturateurs qui permettent d'obturer les caméras. La sonde en elle-même permet d'avoir une imagerie beaucoup plus fine quand vous êtes sur la surface du Soleil. Vous avez une granulométrie, les grains de BI, enfin les grains qui apparaissent sur la surface du Soleil qui font près de 1000 km. Là, on arrive à des distances beaucoup plus fines et voir des phénomènes beaucoup plus rapides. Le problème qu'on a, nous, ici, quand on est au niveau de la Terre, c'est qu'on a l'atmosphère qui nous atténue le signal, qui nous perturbe le signal reçu et la qualité des images. Là, vu à la distance où ils se situent, ils n'ont plus cette problématique-là. Et là, donc là, je vais passer sur un son, alors sur quelque chose, donc là, en fait, ça, c'est les images qu'on a eues concernant Solar Orbiter, quelques images. Donc là, c'est une image faite en magnétique. Voilà. Et donc là, maintenant, ce que je vais vous présenter, vous faire écouter du moins, le Soleil. J'essaie de repartir, faut que je fasse ça. Je vais voir si ça va fonctionner. Alors là, voilà, ça va être ça. Donc là, c'est théoriquement acoustique. Donc, ça sort pas à l'écran. Ça sort. Voilà. C'était le son. C'était le son, voilà, tout à fait. C'était pour vous montrer l'activité. En fait, c'est les images que je vous ai montrées tout à l'heure de réception radio du Soleil. Donc, c'est des fréquences en mégahertz. Donc, nous, notre oreille, on ne peut pas entendre ces fréquences-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une transposition du signal radio en un signal acoustique, dans la bande acoustique. Et ce qui fait qu'on entend le Soleil. Quand vous entendez le gros son fort, c'est alors qu'il y a une très forte éruption qui s'est produite. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir faire d'autres analyses au niveau de l'analyse du traitement de signal, puisque là, on rencontre à des bandes de fréquences qui sont plus facilement adaptables et traitables que quand on travaille à très haute fréquence. Voilà, donc ça, c'est un des sujets qui est fortement très intéressant et qui permet de voir un peu un autre spectre d'observation du Soleil. Voilà, donc là, je vous remercie pour votre audition. J'ai terminé sur ce point-là, et ensuite ce sera le prochain intervenant qui va présenter les autres activités. Il y a une ou deux questions ou
Alors c'est très variable. Typiquement, soit elle est sur le limbe, auquel cas elle ne va pas vers nous, mais on a des effets de bord. Donc ça peut être relativement court. Par contre, si comme on a un groupe de tâches, comme ça s'est produit au mois de mai, qui est orienté vers nous, donc là ça dépend effectivement du groupe, de l'intensité du nombre de tâches. Si elles sont petites, il va y avoir des petites éruptions. Si c'est un gros amas, comme on a vu au mois de mai, comme celui qui est en train de se former actuellement, ça peut durer plusieurs heures et d'une façon répétitive. C'est que vous n'avez pas seulement un coup, mais vous avez plusieurs coups qui peuvent se produire. C'est ce qu'on a vu sur les images en rayon X, vous avez des pics qui se produisent, et parfois des pics de longue durée. Typiquement, on a des effets de rayonnement qui sont, on appelle ça des bursts, qui sont catégorisés de type 1, 2, 3, 4, et typiquement les types 3, c'est ceux les plus longs, qui peuvent durer plusieurs heures. Donc là, pendant plusieurs heures, vous avez d'abord un flux d'électrons, donc on va capter très rapidement au bout du minute, c'est un flux de rayonnement X, donc c'est un rayonnement électromagnétique, donc on va capter très rapidement. Mais après, au bout d'un jour et demi ou deux, en fonction de la vitesse du vent, parce que le vent va augmenter, le vent solaire va augmenter, et vous allez avoir ce flux de particules, donc de protons, d'électrons, qui va nous arriver dessus. Et donc là, ça va avoir des phénomènes beaucoup plus intenses qui vont se produire, puisqu'au niveau des aurores, on va avoir une interaction avec les hautes couches de l'atmosphère qui vont générer donc toutes les aurores qu'on peut voir. L'effet électronique est moins intense sur les aurores, a des effets plus sur les systèmes de communication, par exemple. Là, on le sait tout de suite, on va avoir une alerte pour les coms, c'est l'effet des électrons qui vont impacter l'ionosphère. Par contre, le flux de protons est beaucoup plus destructeur, parce que c'est l'équivalent d'un rayonnement ionisant, que vous pouvez avoir avec de la radioactivité. Et là, ça a des effets relativement destructeurs sur l'électronique et le fonctionnement de composants. Ça, j'en parlerai un peu plus dans la prochaine présentation.